Radio Rec. It's on air. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain. Donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect, votre émission de politique, de débat, de société, avec ce soir notre équipe d'habitués. Je commencerai par Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Bonsoir Hugo qui est de nouveau présent ce soir. Bonsoir Nico et bonsoir à tous. Alors Hugo qui a des petits problèmes de santé, dirons-nous, effectivement, petite grippe Hugo. Ouais, je sais pas, problème de santé autonome, D'accord. classique. Et Marc qui a un problème de santé mentale puisqu'il nous a mis une chemise du Stade Français ce soir. Donc voilà, il y a un match Marc ce soir ? Ce n'est pas une chemise du Stade Français. D'accord, bon. Je vais pas dire la marque, faut pas faire de pub, mais non. Ça n'a rien à voir. Les bien qu'on ait ils le droit sont pas parce que de toute là-bas. façon personne nous écoute donc. Voilà. C'est Non, une marque je rigole. Fasciste. Ouais. Fasciste. Plus ou moins. D'accord, très bien. C'est ce qu'on dit des fois. On ne n'en dira pas plus pour le moment. Et puis à votre extrême droite, enfin à mon extrême droite, pardon, à celle de nos auditeurs, mais pas de vous messieurs, eh bien c'est Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Voilà, et bien prêt pour cette nouvelle émission. Nous allons débuter par les coups de cœur et les coups de gueule. J'allais dire, nous allons faire toute l'émission autour de nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine. Une émission un petit peu particulière, voilà, qui va être rythmée par les différents chroniqueurs de cette émission. Voilà, une fois n'est pas coutume, nous procéderons ainsi ce soir avant de retourner certainement dans les prochaines semaines dans des émissions un petit peu plus formelles. Autour de débats, je sais qu'on en prépare une sur l'éducation et l'université, voilà, un sujet évidemment qui tient à cœur à une émission qui se déroule à la fac, au moment même où nous allons certainement rejoindre la maison de l'étudiant. L'occasion d'informer nos auditeurs que nous ne serons peut-être pas diffusés certains jeudis pour raison de déménagement, et donc voilà, on prévient d'ores et déjà que certaines émissions n'auront peut-être pas lieu d'ici début novembre. Donc voilà, on vous tiendra au courant bien sûr via les réseaux sociaux et le site de l'émission. Voilà, rien d'autre à ajouter messieurs j'imagine sur ce sujet. Eh bien on peut débattre tout de suite et je vous propose de commencer cette émission avec un premier coup de cœur, un premier coup de gueule. Marc je crois, puis tu commences, ou alors Hugo à moins qu'il le souhaite. Voilà, je sais qu'il y avait débat entre eux au début de cette émission pour savoir qui commençait. Bon, je vais commencer parce Eh bien que alors ce sera Hugo. je crois que c'est le sujet que j'ai choisi, c'est le sujet le plus chaud, on va dire, celui qui est davantage d'actualité par rapport à mes camarades qui ont des sujets plus ou moins, on va dire, de fond. Juge pas, commence pas à juger. Non, Moi, je t'énerve. Je rigole. ce n'est pas un jugement, c'est juste, voilà, par exemple, je sais que Maxime, le sujet qu'il a n'est pas forcément lié à l'actualité, qui est plus général et non pas moins intéressant. Tout à fait. Alors, moi, mon sujet, ça s'arrête sur la décision du Parlement britannique. Le Parlement britannique a donc demandé à ce que la Palestine soit reconnue comme un État. Ça ne veut pas dire que la Grande-Bretagne reconnaît la Palestine comme un État, ça ne veut pas dire ça, ça veut simplement dire c'est une incitation à le faire. Et ça permet aussi de se rappeler le statut qu'a aujourd'hui la Palestine. On ne peut pas vraiment... C'est difficile de parler d'État palestinien aujourd'hui. Donc ça permet de se renseigner à ce sujet, de s'informer. Donc est-ce qu'on va passer à une reconnaissance in fine de la Palestine comme un État par... la banque Cameron, David Cameron qui est le Premier ministre britannique, on ne sait pas. Ce que l'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il y a un sacré paquet d'États qui reconnaissent la Palestine aujourd'hui. Il y a plus d'une centaine, dont 7 qui sont membres de l'Union européenne. Il y a la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, Malte, Chypre. Certes, ce n'est pas les États les plus retentissants qui ont le plus d'influence sur la scène. Pèse le plus. Ouais, c'est pas ceux qui pèsent le plus. Mais c'est intéressant déjà de voir qu'au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui reconnaissent l'État palestinien et qui le font la plupart depuis 1988. C'est
C'était en novembre, voilà, le 15 novembre 88, l'OLP a décidé, s'est autoproclamé, la Palestine comme un État. Voilà, de manière unilatérale, elle a dit la Palestine est aujourd'hui un État. S'en est suivi une série de reconnaissances, voilà, une centaine d'États, et plus on avance, là ça fait déjà près de 30 ans, 25 ans plus exactement. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, il y a eu des reconnaissances, et on arrive jusqu'en 2013 où le Royaume-Uni, le Parlement demande en somme à Cameron de faire lui aussi le pas supplémentaire. Et en Europe également, il faut le souligner, la Suède, où pendant, je crois que c'était le mois dernier, le Premier ministre a dit que le pays devait lui aussi reconnaître la Palestine comme un État. Donc là, il n'y a pas encore de loi, il n'y a pas encore de reconnaissance officielle, c'est de la déclaration, il l'a déclaré pendant sa... Je ne sais plus comment on appelle ça, son discours de politique générale, voilà comment on appelle ça. C'est assez surprenant comme choix d'ailleurs, pendant ce genre de discours, mais bon. Pendant ce discours-là, il a dit la Palestine doit être reconnue comme un État, et donc on voit qu'au sein de l'Union européenne, il y a des mouvements qui tendent à ce que la Palestine soit reconnue comme un État, alors qu'on l'a dit il y a de ça 2 semaines, on est revenu à la rentrée sur les événements qui se sont passés à Gaza, donc une sorte de guerre civile qui s'est passée, guerre civile, on ne sait pas trop si on est dans une vision entre 1 ou 2 États, selon la vision que l'on a, guerre civile ou guerre simplement entre 2 entités, 2 ennemis, quoi qu'il en soit. Et donc après ça, alors que les négociations sont très difficilement menées, on voit qu'il y a des pays qui essayent de se situer par rapport à ça en encourageant la reconnaissance de la Palestine. Ce qui ne fait pas du tout plaisir à Israël, évidemment, vous en doutez bien. Ça m'a fait moi, personnellement, ça me fait assez rire, mais rire jaune, de voir la réaction notamment de l'ambassadeur d'Israël en Suède qui dit en reconnaissant la Palestine, vous ne faites que rendre plus difficile qu'il ne l'est déjà, les plus difficiles qu'elles le sont déjà les négociations entre les 2 pays. Arriver à la paix ne sera pas possible si vous commencez à rentrer dans le débat, en somme. Et moi, je trouve ça assez choquant, finalement. Ça me fait rire, mais ça me choque d'entendre ça de la part d'un ambassadeur. Comme quoi, finalement, la solution à 2 États, celle qui est finalement envisagée et encouragée par les différents pays qui reconnaissent la Palestine, cette solution-là n'est pas du tout envisagée, pour le coup, par Israël. Et donc, on serait en quelque sorte anti-israélien, sinon anti-sioniste, en privilégiant cette solution. Ce qui est assez choquant. Ce qui est encourageant, par contre, c'est les déclarations de Laurent Fabius, qui est notre ministre des Affaires étrangères, faut-il le rappeler, et qui a dit que, bon, certes, cette décision était symbolique. C'était dommage d'ailleurs qu'elle ne soit que symbolique et que ça ne servait pas à grand-chose, mais qui semblait dire, par ailleurs, que la France encourageait ce genre de pratique et que la France allait se placer à terme, sans préciser quand, mais que, voilà, dans le courant des négociations, il se pourrait que la France fasse aussi le pas. Et dans le sens où la France soutenant la solution à 2 États, il allait de soi que la France soutenait l'existence et la reconnaissance d'un État palestinien en tant que tel. Dernière chose que je voulais souligner, ce qui m'a un peu marqué, c'est que je ne sais pas si mes collègues ici et les auditeurs s'en rappellent, il y a 2 ans de cela, en 2012, la Palestine devenait un État observateur non membre à l'ONU. Ouais, c'est un statut assez particulier. Ils arrivent à l'ONU, mais sans être membres, parce que finalement, c'est pas un État reconnu. Voilà. Un membre, c'est un membre. Comment on appelle ça ? Oh là là. Ça m'a tellement marqué que j'ai oublié l'appellation. Voilà, un État observateur non membre. Donc voilà, il y a quand même le qualificatif. Le qualificatif, c'est quand même appelé un État, mais
ça n'arrive pas à être membre à part entière de l'ONU, tout de même. Il ne faudrait pas trop exagérer. Enfin, quoi qu'il en soit, dans ce vote, il faut rappeler que la France a voté pour et que le Royaume-Uni, ce qui est assez surprenant, s'est abstenu. Donc, le Royaume-Uni, visiblement, a un peu progressé dans la cause pro-palestinienne vis-à-vis de ça. Et puis, on le rappelle évidemment, ceux qui ont voté contre, ils sont assez peu. Hein, il n'y a que 9 États, dont les États-Unis, Israël, bon, ça on le savait un petit peu déjà, le Canada, la République tchèque, qui dans le même temps reconnaît la Palestine, j'ai pas compris, et des États qui n'ont aucune valeur, comme les îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palau. Voilà, des trucs qui n'ont strictement aucun poids diplomatique et aucun poids international. Merci de préciser que ça n'a aucun poids diplomatique et que c'est pas qu'ils n'ont aucune valeur de manière générale quand même, ce sont des États. Oui, non, mais ce sont des États microscopiques, des îles au milieu du Pacifique, ou je ne sais quoi. Ça n'a pas grand poids. Leur vote ne fera pas la différence. Voilà. Et je te coupe, Hugo, parce que je vois que tu avais entouré Cameroun pour les pays qui se sont abstenus. Alors, j'ai une explication. Alors, je recommande à vous, j'ai plus l'auteur, mais ça s'appelle Africa France, le dernier ouvrage il est sorti il y a quelques mois, qui explique justement que si aujourd'hui le Cameroun a une certaine... Enfin, c'est pas le corps du texte, mais s'il y a un grand rapprochement entre le Cameroun de Biya et Israël, ce qui fait que ça peut expliquer notamment justement ce que tu as entouré, qui t'a peut-être paru bizarre, mais ça l'est pas du tout. Il y a un grand rapprochement Biya gouvernement israélien, notamment sur des questions purement économiques ou même territoriales. Donc ça s'explique pour l'abstention du Cameroun. J'avais souligné le Cameroun justement parce que je voulais, pourquoi pas t'interroger là-dessus. Et ben voilà. Donc, voilà, finalement, tu t'es interrogé toi-même. Et juste pour terminer, je mettrai en lien un rapport du débat qui s'est passé dans le Parlement britannique. Mais ce qui m'a marqué une dernière fois, c'est il y a un des députés qui disait « Moi, à la base, je suis pro-palestinien, israélien. J'aurais jamais voté la mention qui est proposée. Seulement, la décision d'Israël, c'était à la fin de l'été, je crois. Ils ont dit, ouais, il y a... c'était combien ? Un paquet d'hectares. Ils ont dit, maintenant, ça, c'est à nous. Ça, on le prend. Il faudrait que je me rappelle plus de tête. J'ai plus de souvenir du nombre, de la superficie de la zone en question. Et ouais, ils ont dit, ça, c'est à nous. Et ce fameux député britannique a dit, moi, à partir de là, j'ai plus aucune raison de soutenir Israël. Déjà qu'ils ont fait pas mal à Gaza. Si en plus ils recommencent leur politique de colonisation, bien sûr, moi je bascule et il faut que ce vote serve en quelque sorte d'alerte à la fois à la Grande-Bretagne et à Israël, mais aussi à la Palestine, et leur dire voilà, que ce qui se passe là-bas intéresse tout le monde. Merci Hugo pour cet éclairage. Effectivement, c'est un sujet entre guillemets récurrent dans notre émission, mais c'est vrai qu'on aime aussi ces sujets sur lesquels on peut revenir. C'est l'avantage aussi de cette émission, de pouvoir revenir sur des sujets importants du monde. Alors plus ou moins importants, vous connaissez mon affection pour des sujets, je dirais... plus locaux. Plus locaux, ça fait rire Marc, et puis Maxime avait deviné ce que j'allais dire. Mais voilà, ce sont des sujets, alors évidemment, du quotidien, et puis Hugo nous parle également de sujets du quotidien finalement, mais voilà, qui nous paraissent plus lointains, et qui sont fort intéressants, évidemment, et surtout qui permettent de réfléchir parfois sur des sujets bien plus larges dans ce monde. Hugo, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est l'auto-plébiscite, ce que tu viens de nous faire, Nicolas. C'est-à-dire ? Non, mais juste ce que je voulais rajouter, c'était que c'était intéressant de revenir sur ce sujet. L'actualité finalement tombait assez bien suite à notre émission, la première de la saison, où on avait traité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la situation à Gaza cet été. Et donc voilà, c'était intéressant de voir la poursuite de ça. Et de voir que finalement, ce sujet, on en parle beaucoup. Oui, mais il est beaucoup dans l'actualité. Bien sûr. C'est un sujet central. C'est bien sûr sûrement dans le top 3 des sujets internationaux, je dirais. Et je compte sur vous, messieurs, bien sûr, pour revenir sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur, et éventuellement de nouveaux chroniqueurs que nous accueillerons cette saison. On essaye d'en convaincre en ce moment de nos vies aux uns et aux autres, mais voilà. Peut-être une réaction, Maxime, Marc, comme d'habitude,
assez brève si possible, mais Maxime, je sais Ouais. que cela ne... Non, ça va être assez bref parce qu'on en a déjà parlé et donc il n'y a pas besoin de revenir vraiment dans le fond du sujet. Mais là, cette nouvelle information, ce que ça m'évoque, c'est paradoxalement, ça trahit une espèce d'immobilisme. C'est-à-dire que, quand je dis paradoxalement, c'est qu'on a un article qui met en évidence une volonté de changement, une espèce de mouvement, on se dit on va changer les pions, et donc ça donne l'impression que ça avance. Alors qu'en fait, c'est une énième gesticulation à laquelle on assiste depuis maintenant très longtemps. Cette question qui consiste à déterminer quelle solution pour le conflit israélo-palestinien, et donc la posture du bien, c'est-à-dire quand vous voulez dégager une impression positive aux yeux des téléspectateurs, des lecteurs de presse, etc. Faut dire que vous êtes pour deux États. Donc ça n'engage à rien, vous pouvez le dire, ça mange pas de pain. Vous pouvez après dans les actes prendre des décisions qui vont dans le sens contraire. Les gens de manière générale n'arrivent pas à voir la subtilité par exemple, on peut pas d'un côté, j'avais parlé de Fabius. On peut pas d'un côté dire que, Fabius dire qu'il est pour la paix, etc. pour là-bas, puis dans le même temps à financer des rebelles qui appartenaient à Al-Qaïda, puis qui aujourd'hui font partie du Daesh, tout ça, et on les a aidés, on les a financés pour combattre notamment Kadhafi, Bachar el-Assad. Ce sont des gens qui sont une menace réelle contre Israël. Enfin, c'est-à-dire que c'est le pompier pyromane, quoi. C'est toujours ce même truc, mais en tout cas, on peut très bien dire, moi je suis pour un État palestinien, évidemment, je suis pour la paix dans le monde, etc. Bon, il faut évidemment pas se limiter à cette espèce d'annonce comme ça, creuse, vide. Surtout qu'à mon avis, la question ne se pose pas comme ça, et il faudrait, à mon avis, un seul État, parce que deux États, oui, mais alors ça correspond. Et on pourrait très bien encore se retrouver avec un État palestinien complètement opprimé par l'État israélien. Enfin, je veux dire, moi, je crois pas trop à cette solution de double État, de deux États, pardon. Puisque ce qui serait intéressant, ça serait de voir ces mêmes populations, ça serait les Israéliens, les Palestiniens, être soumis aux mêmes institutions, au même gouvernement, à la même armée, etc. Et du coup, quelque part, ça obligerait une espèce de solidarité forcée, de fait, quoi. Et donc moi, je pense que la meilleure solution serait plutôt un seul État dans cette région, comme ça a été en fait le cas avant. Enfin, c'était pas un État, c'était une partie de l'Empire ottoman, mais il y avait une espèce de cohésion, puisqu'on avait une population qui était déjà hétérogène. On avait déjà des Arabes, on avait des musulmans, des Juifs, des catholiques, on avait des chrétiens. On avait déjà une population multiple, quoi, des populations multiples. Et le truc de deux États, je suis pas sûr ce soit une solution. Et donc là, ce que je crois, c'est que de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'hypocrisie assez étonné. Je sais plus, là, Hugo, tu parlais je sais plus, c'était pas un député britannique ou qui disait maintenant je soutenais Israël, maintenant je le soutiens plus parce que je me suis. Oui, c'est pareil, il se réveille maintenant, mais bon, ça fait un bout de temps qu'on assiste à ce genre de choses où Israël avance en disant nous on veut la paix, évidemment, on veut. Et puis en réalité, à chaque fois il y a des débordements, et puis en fait ils font tout ce qu'il faut à chaque fois pour être. Ils sont toujours, c'est même plus borderline, quoi. Je veux dire, ils vont plus loin, mais ils sont toujours sauvés par le veto des États-Unis. Ils sont toujours, c'est-à-dire que ils ont beau être condamnés simplement verbalement, il n'y a jamais de sanctions réelles qui s'appliquent derrière. Israël, le but d'Israël, à mon avis, c'est de s'étendre encore, quoi. Je veux dire, c'est de peser sur la politique internationale encore plus, davantage qu'aujourd'hui. Et donc, le but est de s'étendre, de s'élargir. Et sa méthode, on le voit à travers son histoire, c'est justement, ce sont les guerres qui lui permettent d'étendre son territoire. Donc, objectivement, il me semble que Israël a intérêt à la guerre. Donc, essayer de traiter avec Israël pour régler je veux dire, c'est se faire balader par le bout du nez. Je pense qu'il faut condamner le sionisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire une idéologie coloniale, raciste,
criminels et voilà, il faut à un moment donné dire les choses telles qu'elles sont et arrêter de tourner autour du pot. Voilà, cet article, à mon avis, c'est une espèce de gesticulation supplémentaire, enfin voilà, on verra, qui n'aboutira pas à quelque chose de satisfaisant. Marc. Alors, je vais pas dire grand-chose de plus que Maxime, mais moi, quelque chose qui m'intéressait, c'est vraiment l'histoire bon, on va tout régler avec un État. Enfin, bon, certes, bon, pour son inscription internationale, ça sera intéressant de voir si un État peut peser plus lourd ou non. Mais comme dit Maxime, c'est parce qu'il va y avoir un État que forcément la colonisation israélienne. Oui, ça ne réglera pas tout d'un coup. Ça ne réglera pas tous les problèmes. Là, on n'est pas en Le Afrique. partage de l'eau, des ressources, tout ça. Voilà. Voilà, il faut revenir là-dessus aussi, quoi. Au-delà Voilà. des Oui, deux mais- frontières. Non, mais attends, j'ai pas fini. Mais non, bon, Merci. Oui, on va écouter l'avis de Marc et Je- puis je Hugo termine. répondra. Non, s'il mais vous plaît. voilà, c'est comme disait, mais là on revient sur les ressources hydrauliques. Mais quel État? Comment on le trace? Parce que, comme dit Maxime, si- À la règle, comme tous les États africains. tous les États africains. Non, mais comment on le trace? Il faut des ressources en eau. C'est-à-dire que on peut très bien avoir un État, puis toutes les réserves d'eau qui sont pompées notamment dans le Jourdain ou dans le Sinaï sont complètement accaparées par Israël. Il y a quand même une géopolitique de l'eau avec l'amont, l'aval qui joue. Donc il faut étudier ça. Et à quoi servira un État palestinien si justement il n'y a pas d'accords bilatéraux entre les deux États pour la répartition de certains trucs, pour les mobilités, pour ceux qui travaillent encore sur les territoires israéliens. Enfin, il y a plein de questions à régler avant. Et puis bon, aujourd'hui, il y a quand même un gros problème qui est quand même ce lieu même mémoriel et religieux qui est le mur de lamentation. C'est quand même comment séparer un État. C'est pour ça que Maxime dit, enfin je sais pas si c'est pour ça, mais faudrait un seul État à l'intérieur. Mais dans ce cas-là, il faudra dégager les gouvernements et qui on met à la place des gouvernements. Enfin, on ne sait pas qui mettre à la place de ces gouvernements-là. Et puis je suis pas sûr que les deux parties veulent forcément s'assembler. Je sais pas, on n'est plus à l'Empire ottoman malheureusement. Non, Mais, en fait, ça renvoie à la logique un peu du nationalisme. Non, mais- C'est qu'est-ce qui fait qu'on peut regrouper des populations, qu'est-ce qui peut créer de la cohésion entre ces populations-là. Et donc, moi, je pense que au lieu d'avoir les Israéliens d'un côté et les Palestiniens de l'autre, c'est-à-dire que c'est toute une conception c'est toute une organisation qui est à revoir pour que les gens qui vivent sur cette terre-là puissent de nouveau partager, je veux dire, des valeurs communes, une certaine tolérance des différences religieuses, ethniques, etc. Et en même temps, un amour commun, peut-être justement de cette terre-là pour des raisons spirituelles, religieuses, ou simplement nationalistes, quoi. Je veux dire, moi je pense que ça serait ça la solution, même si on en est très loin. Hein. J'ai conscience qu'on en est très loin. Et pour préciser, parce que j'ai vu Hugo quand je lui ai dit malheureusement c'est pas l'Empire ottoman, je vais pas faire de langue de bois. Je veux dire, d'un point de vue purement humain pour le coup, ça pétait moins lors de l'Empire ottoman au niveau des populations. Et comme à l'Afrique, avec la parenthèse coloniale, il y avait beaucoup moins d'affrontations. Alors, pour des raisons qu'on peut bien évidemment évoquer, qui sont tout aussi des fois tragiques. Mais en somme, il y avait quand même moins de conflictualité entre les deux entités à l'époque de l'Empire ottoman que maintenant. Donc Oui, mais voilà, déjà, donc, il y a pourquoi malheureusement il y a ça un te fait... Non, mais il y a voilà. un fait qui est Important, qui est vous pas avez dit. évoqué ici, c'est le fait que sous l'Empire ottoman, déjà, il n'y avait pas le sionisme. Donc ça change. Le sionisme n'était pas actif. Il n'était pas. Mais quel est le rapport avec ce qu'on vient de te dire? C'est-à-dire on est en que la train de te dire- conflictualité repose sur le rapport entre Israël et la Palestine, et Israël est le fruit du sionisme. Il est là le rapport. Oui, c'est le C'est-à-dire sionisme, que- c'est le sionisme c'est-à-dire- rentré dans ces terres-là. C'est-à-dire dans que ces- là, voilà, le sionisme, bon, en 48, l'État d'Israël est créé, est proclamé, est créé. À partir de là, il y a eu des guerres, forcément, parce qu'il y a des conflits territoriaux. Et comme tu as dit, il y a une géopolitique, une géopolitique des ressources naturelles, notamment autour et majoritairement autour de l'eau. Oui, forcément, après, il y a une guerre comme ça, il y a les conflits quasi identitaires, comme l'a évoqué Maxime. Qu'est-ce qu'être israélien aujourd'hui, très lié justement à ce sionisme qui est lié lui-même à la religion juive, qu'on le veuille ou non. Mais c'est ce qu'on avait évoqué il y a de ça 2 semaines. Il n'y a pas longtemps. Voilà, il n'y a pas longtemps. Mais du coup, oui, la solution à 2 États, mais mes camarades ont raison de le rappeler, enfin, on s'entend plus ou moins. Elle va être difficile parce que, ça a été rappelé,
a raison, il va falloir définir ce que vont être ces deux États. On a souvent comme repère l'accord de paix de 67, la frontière, ligne verte. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est ça la vraie difficulté, et Maxime le rappelait, la vraie difficulté, ça va être de s'accorder précisément que l'accord soit bilatéral. C'est-à-dire que Israël et la Palestine, ou ceux qui représentent la Palestine aujourd'hui, et là c'est une autre question qui est assez difficile, que ces deux entités s'entendent sur le territoire. Parce que, évidemment, un État, c'est un territoire. Aujourd'hui, la Palestine, enfin, ce qu'on appelle les territoires palestiniens, c'est divisé déjà en deux. La Cisjordanie et la bande de Gaza, qui ne sont pas joints. Il y a la carte très connue où on voit les territoires palestiniens en vert, on voit depuis 47. Voilà, cette carte, donc même le partage de carte, 67, on en est loin. Quoi. Cette carte, elle est dramatiquement triste. Elle est mais très éloquente en fait, elle est très révélatrice. Voilà, on la mettra sur C'est pour ça que le truc de Internet. deux États, bon, c'est... En fait, l'indignation devrait arriver d'abord, avant cette volonté de dire il y a du bon, du mauvais des deux côtés. Mais cette décision qu'a pris le Parlement britannique, c'est aussi une décision d'indignation. C'est-à-dire, c'est une manière qui n'a aucune conséquence réelle. Oui, eux, en même temps, et tu verras ce que ne sont pas eux qui sont au pouvoir. C'est une gesticulation supplémentaire, à mon avis, pour donner l'impression aux gens que justement ça avance. Je pense que c'est ça la tactique. Parce qu'il y a beaucoup de tactiques sur la communication. Non, aujourd'hui, c'est pas le gouvernement britannique qui parle, c'est le Parlement qui prend la décision aujourd'hui en suivant la décision d'un député qui a amené, comme ça se passe au Parlement, la mention à être votée. Il l'a amené devant ses collègues et ça a été voté. Et la plupart des arguments de ceux qui ont voté pour disent voilà, c'est une manière pour nous d'encourager le processus de paix, ce long chemin vers la paix, c'est ce que disait un des députés. Bon, ils le font déjà depuis des décennies. On va... Oui, Hugo, terminer. Non, on aura l'occasion d'y revenir de toute manière. Bien sûr. On va écouter maintenant le coup de gueule, le coup de gueule, le coup de projecteur de Marc ce soir. L'analyse de Marc. L'analyse, attention. Marc a une analyse à nous faire. C'est pas tes analyses sanguines, rassure-moi. Non. Oh là là. Non, je savais pas que Jean-Marie Bigard se cachait derrière toi. Je ne savais pas. Vas-y Marc, on t'écoute. Une analyse donc. Bon, le temps va nous presser parce que finalement on est resté très longtemps sur la Palestine, mais c'est très Tu as important. une analyse d'1 heure à nous faire? Non, mais si je suis Hugo, on y est encore. Donc moi on va essayer de se canaliser. Est-ce que messieurs vous avez déjà entendu parler de Denis Sassou Nguesso? Non. Ça vous parle pas? Non. De qui s'agit-il? Président presque à vie, on va dire maintenant. Président du Congo-Brazzaville, donc il faut bien distinguer le Congo-Brazzaville de l'Ouest et le Congo-Kinshasa, donc la RDC de l'Est. Donc je ne vais pas revenir à comment se déroulaient ces découpages territoriaux. On va aller un petit peu loin. Alors, ce qui m'a fait réagir, c'est un article d'un dossier de Jeune Afrique qui a été publié sur le site internet, qui est réservé justement à cet homme politique congolais, et qui dit, c'est un dossier dans lequel il y a un article assez intéressant qui s'appelle Congo-Brazzaville vers une révision de la Constitution avant la présidentielle de 2016. Alors pour resituer un petit peu le personnage de Denis Sassou Nguesso, il faut faire un petit détour qui va me demander à peine 30 secondes. L'histoire nous montre que Denis Sassou Nguesso, président aujourd'hui du Congo-Brazzaville, a longtemps été... c'est un homme militaire qui a eu des influences politiques, qui s'est allié pendant un temps au président militaire pendant les périodes de marxisme-léninisme en Afrique avec Mariane Gwabi. Bon, on a suivi, il était ministre de la Défense, Gwabi s'est fait assassiner, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a appris de plus en plus que c'était vraiment Nguesso qui était allié à Ngwabi, qui était complètement lié à cette histoire d'assassinat. Bref, on le sait aujourd'hui. Donc c'est un des membres fondateurs du Parti congolais du travail, le PCT. Il s'est passé toute une opération gesticulaire, comme dirait Maxime, lors des conférences nationales souveraines dans les années 90 en Afrique, dont le Congo-Brazzaville s'inscrit dedans en 91. Il y a eu toute une espèce de critique du régime de Nguesso, justement sur l'assassinat de Mariane Gwabi. Il s'est fait, il a dit un avocat a dit qu'il aurait mieux fait devant tout le monde, devant le Cénacle, a dit qu'il aurait mieux fait de se tuer plutôt que de rester au pouvoir. Alors le Congo-Brazzaville, au 90, subit 3 conflits majeurs, 3 conflits civils,
3 guerres civiles au début des années 90, au milieu et jusqu'à la fin des années 90. Et il se passe qu'en 97, c'est après un coup d'État, comme ça en est passé, c'est Monsieur Denis Sassou Nguesso qui renverse le pouvoir de Pascal Lissouba qui avait été acquis pendant la Deuxième Guerre civile. Alors, cet article me fait réagir, pourquoi ? Il est en poste depuis 16 ans, monsieur, notre cher ami, et il va justement, la constitution de 2002 du Congo-Brazzaville prévoit qu'un président n'est rééligible qu'une seule fois. Et là, on se pose la question vers une révision de la Constitution. Alors, il est dit justement... On peut nous préciser combien de temps dure un mandat ? Dure 7 ans au Congo-Brazzaville. Merci. Pas dans tous les États africains, mais en tout cas, au Congo-Brazzaville, c'est 7 ans. Donc il devrait faire 14 ans maximum. Logiquement, déjà, il est déjà à 16 ans parce que il a été élu en 2002-2009, mais en fait, il est issu d'un pouvoir du coup d'État de 97. C'est un petit peu compliqué, un peu plus de 16 ans maintenant qu'il est au pouvoir. Donc, il s'est fait réélire, dit démocratiquement, en 2009. Bref. On va pas développer là-dessus, mais ça suit en fait une logique du droit constitutionnel africain qui est très marrant. À chaque fois que les présidents africains arrivent à la fin de cette mandature, de la loi fondamentale qui est la Constitution, il y a souvent des révisions. Il y a souvent des révisions qui s'opèrent, et là justement, on est à 2 ans de cette élection qui va arriver. Alors, le camp du côté de Nguesso va dire qui sont pour, ceux qui sont opposés à Nguesso vont dire ah mais oui, saoule. Marc ne veut pas parler dans son micro. Mais non, mais c'est pas ça. Vous inquiétez pas pour le direct, il y a que les gens qui regardent le live qui peuvent nous voir, puisque ceux qui nous écoutent ne peuvent pas nous écouter, donc il y a pas de souci. D'accord. Bon, bref. Alors, je disais justement. J'ose espérer qu'il y a du son sur la vidéo. Ouais, je vais très vite. Au sein de la majorité présidentielle, on dit qu'il faut une modification de la loi fondamentale, justement en disant que la constitution de 2002 qui a été écrite, elle vient après une guerre civile, c'est une constitution des vainqueurs. Il faut donc changer cette constitution et prolonger le règne de Nguesso. Au contraire, pour les autres, évidemment, ça suit une logique justement de personnalisation du pouvoir, de conservation du pouvoir. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est pas forcément le cas du Congo-Brazzaville en somme, parce que ça rejoint un processus africain beaucoup plus large. On a connu ça en 2008 avec Paul Biya, qui se dit finalement j'arrive à la fin de mon mandat, il faudra peut-être que je fasse quelque chose au niveau de la Constitution. Ça va être fait, ça va être voté par le Parlement, qui était majoritairement composé des membres de son parti, qui sont le RDPC. Et là, je suis tombé sur un article assez intéressant qui annonce les 10 pays les plus touchés par ce présidentialisme à vie. Assez marrant. Alors on retrouvera la Guinée, l'Angola, le Cameroun, l'Ouganda, le Zimbabwe, et ensuite, que je dise pas de bêtises, non, parce qu'après, Blaise Compaoré au Burkina Faso, et je crois qu'après, c'est sur les régimes du Maghreb ou Machrek, donc ça, c'est déjà moins intéressant, et le Tchad. Non, mais c'est moins intéressant, parce que moi, je parle de l'Afrique subsaharienne. Alors, coup de gueule, en fait, pour tout ça pour dire que le coup de gueule s'opère au niveau de l'analyse des constitutions. Les constitutions qui ont été écrites sont basées sur la constitution française. Ce sont des pouvoirs en Afrique qui ont subi les régimes de parti unique de 60 à 90, des partis uniques qui ont vu le parti au pouvoir tout dominer, à la fois la vie parlementaire, la vie des organes d'opposition, tout était contrôlé par le parti. Il y a une phrase célèbre de Sékou Touré qui disait, en fait, finalement, c'est le parti qui décide tout, l'État n'est qu'un relais. C'est un petit peu, je le cite assez brièvement, et c'est comme ça que ça se déroulait. Donc, finalement, le constitutionnalisme qui est français en Afrique ne convient absolument pas en Afrique, parce qu'il est sans cesse modifié par les présidents au pouvoir qui sont les dignes héritiers du parti unique. Donc il y a une forme de mimétisme entre les partis uniques et les régimes pluralistes depuis les années 90. Et donc ce qui me fait bien marrer, et je citerai Bossuet pour le coup, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Et là, on est parfaitement là-dedans. C'est-à-dire que la France nous dit il faut de la démocratie là-bas, il faut des constitutions avec une loi fondamentale qui soit pluraliste. On met ça en Afrique, on voit très bien que les présidents africains, à la fin de leur mandat, opèrent tous une révision de la Constitution pour prolonger leur présidence, à vie ou non, ou à plusieurs mandats. Deuxième chose, c'est qu'on voit très bien que le pluralisme politique a accentué les conflits en Afrique, parce qu'on pouvait obtenir le pouvoir, ne serait-ce qu'en votant et en regroupant la majorité des ethnies qui sont partisans du coup d'un président qui est de leur ethnie. Donc voilà, coup de gueule pour ces constitutions. Il faut changer les constitutions africaines. Il faut que les Africains puissent africaniser leurs principes, et que la France, justement, et les puissances occidentales arrêtent de vouloir calquer leurs institutions là-bas. Donc pour moi,
les constitutions et la démocratie sont les deux plus grands mots qui ont été causés à l'Afrique. Voilà, je termine. Merci Je suis un peu embrouillé, beaucoup, mais voilà. Marc. Je crois que Hugo a une réaction à ta chronique fort intéressante, comme d'habitude. Évidemment. Vous avez vu à quel point je suis Dithyrambique. dithyrambique ce soir, effectivement. Merci pour ce mot que j'avais pas trouvé. Égaré, Égaré dans le fin fond de ma mémoire, c'est ça. ou de Non. ce qu'il en reste. Alors, juste deux choses. J'aimerais juste en rajouter deux exemples qui peut-être parleront davantage à nos auditeurs concernant les présidents qui veulent rester. Il y a le cas de Gbagbo. Je pense que c'est pas le cas d'Hollande. Non, mais Non, il- je rigole. Vas-y, c'est je te laisse parler. peut-être ce qu'il devrait essayer de faire. Je sais pas, une sorte de coup d'État alors qu'il est au pouvoir pour garder le pouvoir, parce qu'il aura beaucoup de mal à le garder. Non, deux exemples. Pour un exemple pour illustrer cela, je crois que c'était le président Ouad au Sénégal. Je crois qu'il s'inscrit totalement là-dedans. Si, Abdoulaye Wade, ouais, Ouais. oui. qui a et ouais, non, je voulais citer Gbagbo, mais Gbagbo c'est autre chose. Mais Wade, peut-être que ça parle beaucoup plus parce que le Sénégal avait fait l'actualité. Un peu tristement, du coup, il y a de ça 1 ou 2 ans, quand il y avait eu des événements, des mouvements sociaux, pardon, au Sénégal suite à l'élection, et lui ne reconnaissait pas le scrutin, etc. Toujours comme ça. Ouais, c'est toujours- et Gbagbo, justement, lui aussi ne reconnaissait pas le résultat du scrutin, mais lui pouvait être légitimement réélu, C'est ça, s'il me semble bien. Juste, j'avais une question à poser à Marc. Je pense que les autres ne sauront pas y répondre, malheureusement. Non, Marc, la question que je voulais te poser, c'est savoir, tu dis la Constitution qui est appliquée. Oui, mais c'est la même, plus ou moins. Je Bref, sens que tu vas me poser une question vis-à-vis des Britanniques, toi, non? non, pas du Même tout. pas. Bon, t'aurais pu. La constitution qui est appliquée dans les pays africains où la France était le pays colonisateur, cette constitution ne colle pas, tu dis, elle ne fonctionne pas. Du coup, quelle serait la solution? Quelle solution, a priori, tu donnerais? Attention, on va être Tu très long, offrirais. on va aller très loin. Moi, je dis. Parce que voilà, tu dis apparemment, il n'y a Oui, pas oui. assez de coutumes africaines Moi, je et de pense. culture africaine Ce qui se là-dedans. passe dans la Constitution française, c'est qu'on a très légitimement assemblé, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et au sein des organes les plus importants, on va retrouver surtout, on va dire, le Parlement et le Sénat, mais surtout le Parlement. Moi, ce que je proposerais, et je citerai l'ouvrage duquel je m'inspire, c'est Monsieur Brice Nzamba, je crois, oui, qui s'appelle De l'ethnie à l'État-nation, un bouquin où il présente, qui est un spécialiste du droit justement, et qui dit finalement les constitutions sont très françaises, elles ne collent pas au système africain, il faudra avoir un autre organe à côté du Sénat, à côté de l'Assemblée, qui serait une espèce d'organe constitutif ou consultatif, avec plusieurs chefs coutumiers. Bon, les chefs coutumiers, pour aller très vite, c'est souvent ceux qui sont chefs dans les chefferies africaines, donc il y en a vraiment beaucoup. Le but serait de les par ethnie, que chaque ethnie vote pour avoir 2 représentants de son ethnie, donc deux chefs coutumiers qui seraient leurs représentants au sein d'un organe qui serait consultatif, parce que le but c'est pas d'accroître leur pouvoir politique à ces chefs coutumiers, mais je pense que la solution serait là, parce que bon, moi je pense qu'il faut enlever la démocratie, mais on le fera jamais, donc à moins qu'il y ait un gros conflit en Afrique ou des conflits en Afrique qui feront ça, mais ça serait peut-être justement de créer cet organe-là, puisque les chefs coutumiers ont un pouvoir très, très sacré pour le coup vis-à-vis des populations, et le président à ce compte-là est une personne parmi d'autres. Donc si les chefs coutumiers de différentes ethnies signent ce qu'on pourra une espèce de contrat social ou de pacte social de paix, de paix perpétuelle, on arriverait justement à ce que les présidents n'appellent pas dans les discours politiques aux rassemblements ethno-régionaux pour l'obtention du pouvoir. On en arriverait à des oppositions qui ne seraient plus qui ne seraient plus instrumentalisées par des gens, parce que les chefs coutumiers qui ont une autorité morale et déterministe sur ces gens-là auront signé un pacte entre guillemets de paix perpétuelle. Donc voilà, moi c'est ça, pour moi la constitution à l'africaine, ce serait celle-ci, celle qui est inscrite dans des régimes non plus pluralistes, mais qui s'inspireront justement du mode de chefferie, et voilà, il faut un troisième organe, quoi. Il faut l'Assemblée, le Sénat, et il faut surtout cet organe constitutionnel en plus, qui serait justement cette espèce d'organe des chefs coutumiers ethniquement diversifiés, et qui imposerait un certain code de conduite aux États africains, et
bien sûr à leurs représentants, ce qui seraient donc les chefs d'État. Pour moi, c'est... Si je Hugo, peux me oui. permettre une question Mhm. supplémentaire. Je t'en prie. En quoi cet organe constitutif, consultatif, ne répéterait-il pas les équilibres ethniques préalables? C'est justement un des écueils. C'est-à-dire comment c'est le grand paradoxe du livre qui est proposé par Zamba, c'est comment arriver à déjà dans les démocraties pour élire un maire ou un chef ou même le président, on a des problèmes justement très bien démontrés par Scopa qui parle de dons électoraux, donc on finance très facilement. Le grand problème, c'est comment élire démocratiquement et même au sein de la même ethnie des représentants. On voit très bien que des fois les présidents essayent de mettre certains de leurs pions dans les chefferies pour pouvoir ordonner un vote qui aille dans leur sens. Mais si on arrive justement à faire en sorte que ces autorités morales, donc dites coutumières, arrivent à se distinguer, à être élus par la majorité des ethnies qui leur appartiennent, entre guillemets, qui leur appartiennent pour le coup, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes parce qu'il n'y aurait pas d'appel. Les ethnies ne pourront plus s'opposer ou sinon elles le feront en contradiction avec ce que le chef coutumier aura dit. Et ça, c'est quelque chose qui est très respecté en Afrique et qui, du coup, ferait décroître les conflictualités en Afrique et subsaharienne et qui peut-être réglera certaines difficultés à établir l'État-nation. Comme disait, comment il s'appelle, Félix Houphouët-Boigny lors des indépendances, il fait « Nous avons hérité, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, peut-être, nous avons hérité de la France, non pas une nation, mais un État. » Alors le but, ça serait justement, on parle d'États multinationaux en Afrique, puisque ethniquement diversifiés, il faudrait insérer cette diversité ethnique dans la Constitution qui acterait la présence d'un organe consultatif, traditionnellement, ethno-régionalement référencé. Donc là, je pense qu'on est peut-être dans une voie possible, même si je me répète, je pense que ce qu'il faudrait faire déjà, c'est supprimer la démocratie, mais que mettre à la place maintenant, je ne sais pas, j'ai pas la réponse pour le coup. Merci pour cet éclairage. On va passer dans un instant à Maxime qui J'ai pas réagi. Tu souhaitais réagir? Ouais, je veux bien. Bon, bah, réagir écoute, Il a pas levé la main aussi. Bah oui, Ah là Maxime, là. il faut se manifester, c'est comme à l'école. Je Hein. vais pas vous interrompre. Non, Non, mais enfin rapidement, parce que bon, je maîtrise pas forcément les sujets sur l'Afrique à ce point-là, mais c'est sur la notion de démocratie, c'est toujours amusant, quoi, parce que déjà, c'est un modèle qui a été instauré déjà dans les pays occidentaux relativement récemment, dire en comparaison avec l'histoire des civilisations. C'est très très récent même, et quant aux preuves de réussite, c'est quand même très léger. On voit qu'on vit dans des sociétés qui sont au bord de l'effondrement économique, politique, culturel, etc., sur l'éducation. Enfin, on voit que la démocratie telle que on l'a confectionnée dans nos sociétés n'est pas un modèle qui est très prometteur. C'est peut-être ça le bilan qu'on peut faire aujourd'hui. Sauf qu'en plus, on a été l'imposer un peu partout dans le monde où on est passé. Et notamment en Afrique, où on voit que là non plus, d'ailleurs, ça marche pas. Alors déjà, premier point, c'est sûr que, en plus, dire la démocratie est au départ un truc grec qui a existé dans l'Antiquité et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le système démocratique, donc à mettre entre guillemets, dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec le système athénien finalement. Et en plus là, donc imposer, adapter à des populations qui n'ont pas du tout la même culture que nous. Donc bon, enfin. Mais de toute façon, si vous voulez, ça montre que de toute façon, la démocratie, ce n'est qu'un prétexte de façade pour derrière, en général, atteindre des buts qui sont moins avouables. C'est le masque, quoi, qui permet à l'impérialisme d'avancer. Je l'ai déjà dit, justement, par rapport au colonialisme. Je veux dire, quand vous voulez investir un pays pour des raisons géostratégiques, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Quand vous prétendez être une démocratie, le faire parce que vous voulez les ressources. Vous ne pouvez pas le faire comme ça. Alors vous allez dire qu'il y a un tyran là-bas, vous allez dire qu'il faut instaurer la démocratie pour le progrès, etc. etc. Donc je veux dire, la démocratie n'est que le cache-sexe de l'impérialisme, quoi, de manière générale. Et
l'Afrique est un continent, à ma connaissance, qui est complètement déstructuré. Et je veux dire, ceci est très étroitement lié aux différentes phases de colonisation. On en a parlé déjà la semaine dernière, je crois, sur les pays dont les frontières sont très carrées, quoi. Je veux dire, on dirait que c'est tracé à la règle, ça n'a aucun sens. Ça ne renvoie, voilà, comme tu disais, Marc, ce sont des États, mais ce ne sont pas des nations. Enfin, tu reprends une citation. Il n'y a aucune cohérence sur le plan ethnique. Donc c'est un gros bordel, mais en même temps, alors il y en a qui diront que c'est complotiste de dire que c'était un bordel qui a été voulu. Parce que bon, quand vous avez des nations faibles, finalement, ça permet plus facilement d'aller piller les ressources facilement. Ou alors c'est simplement de la maladresse de la part des élites occidentales qui pensaient réellement installer là-bas la démocratie, et puis ils n'ont pas réussi. Et ils doivent pleurer tous les jours en disant mince, on a échoué, quoi. Bon, chacun se fait sa propre opinion ensuite, hein. Voilà. Merci beaucoup pour cette réaction. On aura bien sûr entendu ton point de vue et on le retrouve parfois détaillé dans d'autres de nos émissions. On rappelle évidemment à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter les podcasts de nos émissions, avec différents sujets. On indexera, c'est au programme cette année, sur le site internet pour que la recherche soit plus facile. C'est un travail que nous préparons depuis plusieurs semaines maintenant et il faut juste que nous ayons le temps de le terminer. Mais voilà, toutes les émissions seront indexées bientôt sur le site internet, sur la page de l'émission Politiquement Incorrect. On va te laisser la parole dans quelques instants, Maxime, pour un coup de cœur, coup de gueule, coup de projecteur à toi-même. Je voulais juste rajouter 2 mots, moi, sur un petit coup de gueule de la semaine. Allez, profitons-en. Et bien sur l'immobilisme, effectivement, l'immobilisme un petit peu du gouvernement qui, alors c'est traditionnel, me direz-vous, dans la Ve République, qui annonce des choses, puis finalement il n'y a plus rien qui se passe, et puis voilà, donc les effets d'annonce que l'on a maintes et maintes fois, tout à chacun, critiqué dans cette émission, voilà. On pourrait parler de l'écotaxe, on pourrait parler de plein de choses. Moi, je me concentre avant tout sur la simplification. Nous avons un secrétaire d'État aujourd'hui chargé de la simplification, de la modernisation de l'État et de toutes ces choses-là, tous ces beaux mots, que chacun a envie de voir en réalité se transformer en réalité à travers l'allègement de nos codes, de tous les livres, de toutes les lois qu'il y a aujourd'hui en France, à travers l'allègement pour ceux qui l'ont de leur fiche de paye, à travers l'allègement des impôts, c'est-à-dire des différents types d'impôts. On parlait il y a quelques jours des allocations familiales. On parle des allocations familiales, il y a les allocations chômage, il y a toutes ces branches de la sécurité sociale, un sacré bazar, dirons-nous, avec autant de lignes sur les fiches de paye pour les charges salariales et patronales. Donc voilà un petit coup de gueule. Au lieu de dire à chaque fois simplifions, eh bien simplifiez, messieurs, et dépêchez-vous un petit peu. Je pense franchement que ça pourrait contribuer à donner quand même une meilleure visibilité à l'État, à la manière dont il fonctionne, et puis bien sûr redorer un petit peu le blason de ce gouvernement en mal d'amour, dirions-nous, et en particulier au couple président-premier ministre qui est quand même dans de sales draps. On va pas revenir sur le fait qu'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale ou non. Est-ce que ça se fera d'ici la fin du quinquennat de François Hollande? On ne peut pas évidemment en présager, même si la situation est compliquée aujourd'hui pour ce gouvernement, avec 2 échéances électorales à venir l'an prochain. Durant l'année prochaine et puis le début de l'année 2016, je crois, avec les élections régionales et départementales. Donc voilà, beaucoup de remous. D'ailleurs, revenons sur ces élections départementales régionales aussi, beaucoup de changements à venir sur les régions, les départements, les intercommunalités, les communes. Vous savez que ce sont des sujets évidemment qui me tiennent à cœur, mais voilà, pour dire que tout est en train de bouger dans tous les sens. On veut à la fois supprimer les départements, renforcer les intercommunalités, ce qui pourrait être logique, mais il y a des illogicités, je ne pense pas que le mot existe, voilà, des illogismes qui transpirent là-dedans, avec des calendriers différents. On parle des départements pour les années 2020, on parle des intercommunalités pour dans 1 an et demi, même pas, dans 1 an, janvier 2016, c'est trop tôt. À l'inverse, on parle des départements pour une deadline qui est finalement beaucoup trop éloignée. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut mener une réforme globale en mettant un calendrier aussi large et aussi peu intelligent, j'ai envie de dire. Voilà, un petit peu mon coup de gueule de ce soir, c'est-à-dire
arrêtons les effets d'annonce et bossons sur des choses intelligemment. Et puis peut-être également un coup de gueule envers une société et un appareil politique dans lequel aujourd'hui les communicants, on l'a souvent dit, et je pense que vous ne me contredirez pas, sont de plus en plus nombreux. Les techniciens qui sont aussi nombreux, et parfois bien une place à la décision et à l'en avant qui est réduite parce que chacun veut amener son petit grain, et puis finalement ça ne fait pas avancer la machine. Hugo, tu souhaitais réagir? Oui, je ne ferai que souligner ce que tu as dit, dans le sens où ça va aller dans le petit mot que j'avais laissé la semaine dernière, dans la discussion qu'on avait eue autour des allocations familiales, acquis sociaux, dans le sens où il y a pas mal de réformes qui sont faites sans prendre en considération le reste, en fait, ça donne pas l'impression d'une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'on prend par touche et forcément, on revient, comme tu as dit, on revient sur cette décision. Finalement, on n'appliquera pas. Quand j'ai vu la décision sur l'écotaxe, je me suis dit, mais mon Dieu, il a fallu... il y a eu 3 ministres de l'écologie, oui. de l'écologie, environnement, développement durable. Non. Je sais plus trop voilà, écologie, environnement. Ouais, c'est ça. Écologie, développement durable, énergie. Énergie est repassée sous l'industrie, il me semble. Mais et des transports. Voilà, il a fallu que ça change quand même de nom, mais 3 personnes, oui, on va mettre l'écotaxe. En fait, non, les poids lourds sont contre, on va pas le faire, on va revoir. Ségolène Royal a dit, faut qu'on se décide. Finalement, on le fait pas parce que ça va être trop le bazar. Ils vont bloquer les routes. On le fait pas. Et à chaque fois, c'est ça. Il y a des manifs. Non, on fait pas. Telle personne n'est pas contente, on fait pas. À un moment, tu prends des décisions. Et comme je te dis, comme je le disais, les décisions, il faut qu'elles s'inscrivent, dans une politique générale, pour le coup. Manuel Valls, à 2 reprises, eu l'occasion de faire des discours de politique générale. Il faut que cette politique générale s'applique dans le sens où toutes les lois qui sont prises s'inscrivent et vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'une loi ne doit pas forcément être dissociable d'une autre et porter la même philosophie, la même énergie, et donc la même force, et aller de l'avant. Sans vouloir évidemment supprimer le débat, peut-être Maxime veux dire d'autres mots, sachant évidemment que l'on va s'acheminer je grignoterai petit à petit, voilà, sur la fin de l'émission. Voilà, nous avons tous ce soir des obligations, donc on se dit comme deadline de l'émission vraiment la fin de l'émission 19h10 environ 19h15. Marc, si tu souhaites partir avant la fin, tu pourras partir, et puis on terminera pendant les 2-3 minutes qui suivront, mais voilà, grosso modo tu as le cadre. La dernière partie de l'émission t'es plus ou moins consacrée, avec évidemment réaction de nos amis, mais voilà, à toi de gérer le temps qu'il te reste. Du coup, pour réagir sur ce que vous dites, moi j'ai un peu de peine en fait pour vous, parce que c'est pas condescendant, c'est pas, mais c'est que vous y croyez, quoi. C'est ça qui me fait un peu de peine, et j'ai de la peine en pensant à toutes vos déceptions à venir, quoi. C'est triste, mais c'est-à-dire que en même temps vous faites quand même des bons diagnostics. Ça veut dire que vous commencez à comprendre que évidemment que ça donne l'impression d'une politique décousue qui n'a pas de sens. On prend en compte quelque chose, mais en même temps ça joue ailleurs, un manque de politique globale. Mais c'est parce que la politique globale n'existe plus, parce que elle est passée, je dirais, en possession de lobbies. Et les lobbies défendent des intérêts individuels. Et en fait, les décisions qui sont prises, in fine, ça n'est que la somme des pressions qui ont été subies par différents lobbies qui défendent individuellement leur truc. D'où cette impression de bazar monumental ou d'absence de politique générale. Faut vraiment comprendre que, encore une fois, derrière ce mot démocratie, on a les pleins pouvoirs du marché. Je veux dire, je vais pas revenir sur la Révolution française, les Lumières, la physiocratie, etc., qui ont vraiment qui ont fait le lit du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit et je le répète, si vous voulez avoir du pouvoir, vous devez soit être riche, soit plaire aux riches. Donc tous les gens sur lesquels vous comptez, j'allais dire un peu naïvement, ou en pensant que ce sont des gens qui ont à cœur l'intérêt commun des Français, etc. Je veux dire, ils ne sont pas payés pour ça.
ce sont des salariés. Il y a des gens au-dessus d'eux, alors que ça n'est pas normalement des lois républicaines. Hein. Normalement, vous avez le gouvernement, vous n'avez pas ils sont gouvernants. Ça s'appelle la souveraineté. Ce sont eux qui décident, c'est le gouvernement qui doit... Or là, ce sont des lobbies au-dessus qui... Parce que pour faire une campagne... je ne sais plus quels sont les chiffres les sommes colossales versées pour les campagnes présidentielles. Je veux dire, c'est impossible pour un a parti... priori, on ne les connaît pas tous, étant donné qu'il y en a des cachés. Oui, vous voyez, ça aussi, tous les frasques là, judiciaires, etc., sont là aussi comme argument pour montrer, je dirais, la malhonnêteté des gens, malheureusement, à qui vous faites confiance et qui ne sont pas là pour vous. C'est-à-dire que vous vous en remettez... Et quelque part, je peux même rebondir là du coup sur la phrase, je crois que c'est Marc qui le disait, sur en gros, il y a un problème avec les personnes qui se plaignent de conséquences en chérissant les causes, quoi. Ouais, voilà, C'est le truc, pour moi, c'est le vote. On peut pas se plaindre de la situation actuelle et voter, puisque quand vous votez, vous entretenez le système, vous leur donnez une bouffée d'oxygène. Donc moi, je ne désespère pas de vous voir à un moment donné prendre conscience que les gens auprès desquels vous attendez beaucoup de choses vous méprisent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils sont là pour être sans foi ni loi. Ce sont des mercenaires qui vont au plus offrant. Ils tirent à la courte paille leur école leur parti, que ce soit parti socialiste. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, on voit que le Parti socialiste est un parti qui est finalement ultra-libéral comme l'UMP. Je veux dire, et puis, c'est l'UMP et le PS qui se répartissent le pouvoir depuis plus de 50 ans. Donc, je veux dire, ce sont eux qui sont aux manettes. Et c'est Pompidou et Giscard qui, en 73... J'ai failli la faire, Nicolas. Vous voyez, en 73... j'ai pas le temps. Mais c'est déjà aussi... C'est un énième signe, normalement, qui devrait vous mettre sur la voie, de vous rendre compte que il y a des gens au-dessus, quoi. C'est qu'il y a des lobbies, des puissances au-dessus qui sont autrement plus puissantes parce qu'elles détiennent de l'argent. Et que ce sont elles qui financent, ce sont elles qui misent. Vous savez, comme on mise sur un poulain dans une course, quoi. Et donc ces gens-là sont payés pour effectuer un job, mais leur job fait partie aussi de communiquer. Vous vous indignez de voir, ils communiquent, ils gesticulent, mais il se passe pas grand-chose. Oui, mais ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça qu'on va d'abord leur demander finalement des qualités de communicants. Et je veux dire, des qualités même une capacité à mentir sans avoir des signes normalement physiologiques humains, c'est d'avoir des symptômes. C'est-à-dire que normalement, vous avez des marques quand vous mentez, ça se voit. Eux, ça se voit pas. Ils arrivent à des menteurs professionnels. Ça fait partie du boulot, d'avoir des tévenous qui vous regardent dans les yeux en disant je comprends pas que des gens fraudent alors que ils vont se faire choper. Alors que lui-même fraudait. Cahuzac qui dit devant la France, le monde entier, qu'il n'a pas de compte, alors qu'il en a un en Suisse, oui, c'est ça. Voilà. Faut quand même que vous preniez enfin conscience que vous croyez en ce système-là, quoi. Que c'est celui-là auquel vous attendez des comptes. Je crois que la solution, elle est ailleurs. Qu'il va falloir... le meilleur moyen, c'est de... Ça sert à rien d'essayer de les combattre, on n'est pas assez fort. C'est de s'en écarter et de se réapproprier la politique. Voilà. Donc au niveau local, très bien. Et là, encore une fois, il faut que tu t'intéresses toi, Nico, à des choses plus globales. Parce qu'en restant dans le local, finalement, tu vas aller de frustration en frustration, puisque toi, t'es plein de bonnes intentions, tu veux améliorer la vie, l'entourage, les gens, tout ça, la vie de quartier. Non, mais c'est très bien. Mais tu vas te retrouver bloqué, parce que d'où vient l'argent de la commune, d'où vient l'argent... il faut voir au-dessus, et bon, voilà. Donc, comme dirait Maxime, on doit plus parler de plutocratie. Voilà, c'est le système, objectivement le système dans lequel on vit, c'est la plutocratie. Merci d'avoir relancé Maxime. Le pouvoir des riches. C'est comme ça, faut en prendre acte. Tu souhaitais nous dire quelques mots, un coup de cœur, un coup de gueule ? Alors, du coup, au sujet. Enfin, un coup de cœur peut-être de la part de Maxime. Mais qui revient un peu au même, c'est-à-dire toujours cette logique, encore une fois, puisque nous sommes trompés sur beaucoup de choses, là on a abordé la chose sous l'angle politique, on peut l'aborder aussi sous d'autres angles. Et là, ce que je peux proposer ce soir, c'est de l'aborder sous l'angle alimentaire. Tant que c'est pas sous un angle droit. Ouais. Il nous a fait un petit peu de géométrie. Tu vois, ça cause de trucs comme ça qu'on perd du temps après. Là. Jean-Marie Bigard, c'est nul. Ah ouais, là c'est... Bref. Donc, l'angle sous lequel on va aborder maintenant, c'est l'angle alimentaire. Mais en retombant à chaque fois sur les mêmes conclusions. Parce que
D'ailleurs, j'en ai déjà parlé. J'avais déjà ramené. de l'aspartame. Voilà, j'avais parlé de Corinne Gouget, j'avais parlé des additifs alimentaires, j'avais parlé de tout un tas de. Alors, de quoi n'as-tu pas parlé? Hein? De quoi n'as-tu pas parlé alors? Justement, là, je voudrais parler d'un site et d'un personnage que j'ai découvert là récemment. Donc, le site s'appelle Vivre Cru et la personne, disons, qui en est le fondateur s'appelle Thierry Casasnovas. Et j'ai découvert ça un peu par hasard, au fil de visite de site, tout ça, et puis Alain Soral, et puis tout de suite t'es tombé dessus. Je sais plus, mais je crois qu'il y a des liens qui sont disponibles sur le site d'Égalité et Réconciliation, comme quoi on parle pas que des juifs sur. Enfin bref. Et il est aussi question d'autres sujets. Et là, donc clairement, j'ai abordé la question de la nutrition, un peu une espèce de médecine, et j'ai creusé la question parce qu'autour de moi, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades, et puis même de plus en plus jeunes, avec ce cancer, cette espèce de mal moderne, de maladie je connais personne autour de moi qui n'a pas subi un décès de la famille ou de proches à cause d'un cancer. Et donc, il y a cette espèce d'intuition aussi que nous nous alimentons très mal, que on a une très mauvaise hygiène de vie, que ce soit le sommeil, je parle du stress, justement, oui, d'où la nécessité aussi du soleil. Faut pas mentir à nos auditeurs. Rappelons quand même que tu nous as parlé de ça devant une pizza. Hein. Ouais. Tu nous as parlé de ça. Ah oui, mais moi, je suis pas là comme... Je suis pas. Ouais. Après, personnellement, j'essaye de mettre en pratique ce truc-là, même si je m'accorde quelques déviances par moment. Bon, voilà. Non, alors voilà. Mais peu importe mon cas personnel. Donc, il s'agit d'un site effectivement qui nous donne donc de bons conseils. Ouais, pour aller au-delà qui nous permet de réenvisager, de nous approprier un petit peu les mécanismes basiques de la physiologie, quoi. Bon, le corps humain est un truc extrêmement complexe qu'on n'arrivera certainement jamais on n'arrivera certainement jamais à cerner, je veux dire, tous les aspects. On n'arrivera jamais à l'expliquer à 100%, quoi. Mais il y a des bases assez simples en réalité. C'est-à-dire, en gros, notre corps, il fonctionne normalement pour être en pleine santé. Il est fait pour ça, il est conçu pour ça, normalement il faut lui faire confiance. On a simplement à lui apporter un certain nombre d'éléments bons et à éviter de lui en apporter des mauvais, quoi, en gros. Et de pouvoir, parce que notre corps consomme donc ces bons éléments et les transforme ensuite en déchets qu'il faut pouvoir évacuer, quoi. Et donc partant de là, il y a toute une hygiène de vie à avoir. Ça passe, le gros du truc c'est quand même l'alimentation. Et donc, d'après cette thèse, disons, d'après ces travaux, il en sort que, en réalité, on a simplement besoin de fruits et de légumes crus pour vivre, quoi. Et qu'on trouve tout ce dont on a besoin dedans. Et que, quelque part, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est même céréales, légumineuses et compagnie, finalement, une grosse partie de notre alimentation moderne, le produit laitier, par exemple, aussi, sont des éléments acidifiants, c'est-à-dire qui viennent créer de l'acidité dans notre corps et qui sont donc toxiques, quoi. Alors, c'est très, très éloigné de ce qu'on entend, c'est très, très éloigné de nos pratiques. Mais j'ai l'impression, si j'en parle, c'est que je pense que c'est sérieux, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de gens, il y a toute une communauté en fait qui est en train de se créer autour de ça, de gens qui souffrent de différents maux en tout genre, et puis qui se mettent d'un coup à un régime un peu, qui changent d'alimentation et qui renouent avec une alimentation saine, et puis qui voient des symptômes, des maladies disparaître. Ils se voient, il y a une meilleure forme, meilleur sommeil, même ça joue même sur les humeurs, sur la nervosité, sur la colère, ce genre de choses, la dépression, parce que on remarque aussi ça, qu'on est plus ou moins tous un peu en état de dépression ou de semi-dépression, quoi. Et donc il y aurait aussi des causes liées directement à notre alimentation. On dit que l'estomac, tout le système digestif est le deuxième cerveau. Donc on peut établir des liens entre nos humeurs, l'irritabilité, ce genre de choses, et notre alimentation. Et donc j'invite les gens à se renseigner. Voilà, moi je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, j'en parlerai pas très bien. Simplement je fais l'annonce un peu comme si je mettais un lien sur un courrier ou quoi pour que les gens puissent aller consulter et se faire leur propre opinion.
je trouve que ce qui est intéressant, en fait, c'est la démarche du bonhomme. Donc là, Thierry Casasnovas, parce qu'il est clairement dans cette logique un peu d'émancipation, d'indépendance, d'arrêter de s'en remettre systématiquement à la voie d'experts, essayer de se responsabiliser un petit peu, d'arrêter d'être dans la peur, et puis de renouer avec un système de solidarité, d'entraide, où voilà, on va avoir des gens qui vont avoir un potager, qui vont échanger alors je sais que ça a toujours existé, mais bon, ça permet de relancer un petit peu cette dynamique, même dans les villes. Et puis, ça peut permettre à des gens d'être en meilleure santé. Parce qu'il va de soi, pour le coup, que le gros de notre alimentation à nous, modernes citadins, c'est de la merde de manger des pizzas, des grecs, des McDo, Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Voilà. Oui, et puis qui fait de la pub pour Lidl, ouais. Ça, c'est... Enfin bref, c'est encore un autre sujet. Mais donc ouais, voilà, je pense que ça peut être quand même intéressant pour les gens. Vous voyez, si vraiment, voilà, pour faire aussi une petite passerelle avec le sujet d'avant, parce que tout est lié, quoi. Il faut capable de faire ces synthèses-là. C'est que si réellement nous avions des élites qui étaient sensibles à notre sort, je veux dire, il y aurait des choses qui seraient mises en œuvre pour déjà notre alimentation. Il y a déjà tout un tas d'additifs alimentaires qui devraient être retirés du marché. Et j'irais même plus loin, jusqu'à certains produits. Je veux dire, le Coca-Cola, par exemple, est une bombe je veux dire, en elle-même, quoi. Il n'y a rien de bon, c'est entièrement de la merde. Je veux dire, tout un tas de produits blindés d'aspartame, et puis même le McDo, le Quick, toutes ces chaînes-là de fast-food qui pullulent un peu partout. Si réellement... je veux dire, le fait que ce genre de choses puisse être, le fait que ce genre de réseau puisse prospérer... Je veux dire, le McDo, normalement, il ne devrait pas avoir le vent dans le dos. Je veux dire, c'est un marchand de maladies, quelque part. Donc le fait que McDo soit aussi riche et qu'il existe autant, je dirais, il est connu dans le monde entier, c'est aussi un signe, je dirais, d'effondrement. Quand je parlais d'effondrement des sociétés, c'est aussi en soi un signe. Le fait que les gens mangent de moins en moins de fruits et légumes, et puis que même quand ils mangent, ce sont généralement c'est bombardé aussi de pesticides, d'insecticides, parce qu'on va d'abord favoriser de la rentabilité plutôt que la pleine santé, ce qui est aussi un signe en soi. Hein. C'est ce genre de choses normalement qui doivent nous mettre en alerte en disant bon voilà, on est sur le Titanic, c'est en train de couler, bon maintenant il faut se bricoler un radeau et voilà. Survivre. Voilà. Merci Maxime. Félicitations à toi d'avoir tenu les délais. J'ai pas fait gaffe. Voilà, oui, mais alors tu vois, tu peux rentrer dans un cadre. Mais bien sûr, mais Voilà. Gaffe, hein. Du coup, Marc, je pensais que t'en étais on n'a convaincu pas entendu aussi. ce que tu as dit. J'ai dit, du coup, on est en train de les paumer, les délais. Si tu Oui, mais commences à c'est ça reparler. qui est amusant. Ah mais du coup peut-être que Non, mais Hugo Nico souhaitait et Marc réagir. Hugo et Marc veulent réagir. Oui, je sais pas. Il Et du s'appelle coup- Hugo. Alors, moi, Nico, je- c'est moi. Je dis ça 10 secondes. Du coup, ça nous rejoindrait peut-être sur un sujet qui sont les maladies dégénératives, dont on pourrait peut-être traiter ça la semaine prochaine, Gernaise, selon le livre ouais. qui a été publié sur Gernaise. Ouais, Donc, oui, il faudrait on parler de ça mettra aussi, Peut-être ouais. le lien, peut-être la semaine prochaine si vous nous On autorisez. va bah voir oui, selon sinon, les on peut en plannings, parler car nous rapidement, avons parce peut-être que- des Non, intervenants. je pense que c'est mieux d'en parler comme On en parlera dans une émission. le comme temps- vous voulez. Le temps d'une émission consacrée, D'accord. au moins une partie d'émission Comme vous voulez. consacrée. Parce que là, ouais, c'est vrai qu'on court après le temps. Voilà. Juste si je peux rajouter Bien un Bien sûr, mot. Hugo, nous t'écoutons. Moi, je ne ferai encore une fois qu'appuyer ce que dit Maxime. Non, mais c'est vrai, la dernière fois. Mais des fois t'es pas d'accord. Hein. Ouais, non, mais pour Heureusement, sinon vous Non, ne mais là, pas tout. Non, enfin, c'est un peu dans la logique aujourd'hui, après avoir appuyé Marc, après avoir appuyé Nicolas, Maintenant, j'appuie d'accord. Maxime. Juste pour dire que une anecdote, c'est la dernière fois je prends un sandwich à Monoprix. Voilà, on n'a pas le droit de faire de pub, mais bon. Si on a le droit de le faire, la Moi, pub. j'en ai Bon, pris, bref, je prends un sandwich à Monoprix. Et là, je regarde, c'était un sandwich poulet. Je fais ok, c'est pas mal. Et là, c'est un conseil que je donnerais à tout le monde. Regardez l'étiquette. Bon, faites-le, pas comme moi, faites-le avant de l'acheter plutôt qu'après, c'est mieux. Je regarde quelle est la composition du produit. Pain, ok, ils disent comment est fait le pain. Poulet, filet de poulet reconstitué, déjà ça sent mauvais. Et après, je vois qu'il y a que 16, parmi le filet de poulet reconstitué, il n'y a que 16 ou 20% de poulet à l'intérieur. Donc je me dis que c'est quand même fabuleux parce que c'est un très bon goût de poulet, mais que le goût de poulet, en fait, c'est de la chimie. Donc là, je me dis, méfiez-vous quand C'est même. comme maintenant ils arrivent à refaire le principal, les fromages qu'on trouve sur les pizzas congelées. La plupart du temps, ce ne sont pas des fromages. En fait, ce sont des compositions chimiques Voilà. qu'ils arrivent à faire. Et je Majesté. avais des expériences, ils disaient, bah oui, ça sent la raclette, ou ça sent le camembert. Et vous voyez, des trucs de C'est ce qu'on appelle aussi
De la merde. arômes naturels des fois. Oui, les arômes naturels. Des fois, voilà. Oui, mais ça fait partie des additifs alimentaires. Des fois, voilà. Oui, mais ça fait partie des additifs alimentaires. C'est fait je dirais, reconstituer artificiellement l'authenticité des aliments, quoi. Voilà. Mais sauf que... Faut vraiment se méfier de ça. C'est comme l'aspartame. Et je voudrais juste, du coup, un petit supplément là, sur ce que tu disais, parce que oui, c'est bon, genre au goût. Ouais, voilà. Et c'est vrai que moi, c'est un des trucs qui m'a interpellé réellement, parce que je me suis dit, ouais, mais c'est quand même triste que je doive arrêter de manger de la viande, des produits laitiers, ce genre de choses, parce que j'adore ça. Je veux dire, au niveau du goût, le fromage, une bonne viande rouge, tout ça. Ouais, bon, là, c'est quand même... Mais alors, une explication qui nous est donnée, c'est que en réalité, quand au bout d'un moment, il y a un tel déséquilibre dans ton corps entre les bonnes choses et les mauvaises choses, et donc les mauvaises choses se traduisent par de l'acidité, et que finalement ton corps n'arrive pas à tout gérer, et donc tu as des matières qui finissent par stagner. Et ça se passe dans ton tube digestif. Et donc ces matières qui en plus d'ailleurs ne sont pas normalement de bonne constitution pour être digérées, elles ont tendance à rester dans les parois de ton intestin, de sécher, de faire des croûtes et ensuite de développer tout un tas de bactéries, comme des champignons, candidos, ce genre de choses. Donc en fait un peu comme si, imaginez vous n'avez pas des boueurs dans une ville, vous entassez les poubelles, ou non vous allez avoir des rats, enfin tout un tas de saloperies. Une des techniques de la médecine moderne, c'est de s'en prendre aux rats, voyez. Donc ça va marcher un temps, mais on n'a pas géré les déchets, donc on aura de nouveau des rats. Mais ça entretient l'industrie pharmaceutique parce que du coup, vous achetez en permanence des médicaments. Donc l'intérêt, c'est de vraiment se débarrasser des déchets. Et que je disais que le tube digestif est le deuxième cerveau du corps humain, c'est que il y a un truc très traître, c'est que ces champignons, tous ces parasites dans votre corps, en fait, sécrètent alors je me rappelle plus des termes exacts, mais en tout cas, c'est-à-dire que ça vient jusqu'à votre système nerveux, jusqu'à votre cerveau, pour vous envoyer des messages qui vous trompent et qui vous donnent l'impression que vous avez besoin de manger ça. Ça crée des dépendances. Vous êtes en dépendance, ces aliments sont nocifs pour vous, mais votre corps lui-même est trompé en fait par les messages envoyés par toutes ces bactéries, et donc en fait vous devenez en état de dépendance à cause de ça. Donc bon à savoir ça aussi. Merci beaucoup Maxime, merci Hugo, merci Marc d'avoir été avec nous ce soir, merci Marc d'être resté. Je sais que ton emploi du temps comme le mien est bouclé, tu vas aller manger un bon gros McDo maintenant. T'as raison. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Hugo, tu souhaitais rajouter ? Merci Nicolas. Ah, d'accord. Ça va de soi ? Oui. Effectivement, ce soir, nous avions eu des difficultés à préparer cette émission, mais elle s'est très bien passée et j'en suis ravi grâce à votre concours, car tout à chacun a pu s'exprimer sur les sujets des uns et des autres avec effectivement des sujets assez intéressants et diversifiés. Voilà, on est passé par la nourriture et on souhaite un bon appétit à tous nos auditeurs. Et puis, effectivement, sujets internationaux également et plus locaux parfois. C'est ça qui fait effectivement cette émission politiquement incorrecte que nous animons maintenant depuis 3 ans. C'est la 4e saison. C'est la 4e saison, mais ça fait 3 ans, un petit peu moins de 3 ans quand nous sommes présents, puisque nous avions débuté en milieu d'année. Et l'occasion de rappeler évidemment que chacun peut rejoindre la radio, Hugo. Nous faisons appel à tous les je sais pas comment ça se dit, les campusiens, non, j'en sais rien, tous ceux qui sont sur le campus. Tous les étudiants. Tous les étudiants. Très joli mot. Ce sera très joli. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez envie de parler avec nous d'un sujet. On vous préparera avant l'émission, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun stress. Regardez, Maxime n'a aucun stress, il est en train de bâiller. Mais voilà, comment est-ce qu'on l'on accueille ? Faut pas croire que nous sommes fermés, au contraire, nous sommes très ouverts. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, on parle d'ouverture, Marc a sa chemise rose, c'est très caractéristique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt, certainement la semaine prochaine sur Radio Rec pour une nouvelle émission. Oui, alors les gars... Alors aspartame, et en général, il y a acésulfame-K, je sais pas quoi là, voilà. Acésulfame-K. Alors vous avez les deux, c'est le combo là. Alors ça c'est une bouteille de Coca Light. Ça tu prends cher. Et puis il dit ouais je prends du light, comme ça c'est moins sucré. Ouais, bien joué du coup. Ouais, c'est juste que j'ai ajouté l'aspartame, faut vraiment se méfier. Voilà. Et donc plus une bouteille de Coca Light. là, les deux en même temps, c'est bon. Ils vous en mettent une comme ça là.
Voilà, ils vous mettent une quenelle d'après le geste de Oh, Maxime. On est en radio, je suis bien obligé de dire ce qui se passe dans ce plateau. Merci beaucoup, tout le monde s'en va donc ça doit vouloir dire que c'est fini. Merci Hugo de rester avec moi pour terminer cette émission. On rappelle les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Politiquement Incorrect, nous y sommes présents. Et puis on espère retrouver très rapidement le direct live audio qui nous a lâché ces derniers temps mais qui reviendra certainement dans notre nouveau contexte de Maison de l'étudiant qui va bientôt ouvrir sur le campus, c'est aussi d'actualité. Merci beaucoup, à bientôt. Radio Rec. La radio étudiante.